Le silence flotte dans la pièce, lourd et dense. Aucun son ne le transperce et pourtant, c'est un regard parfaitement entendu que s'échangent les deux amies présentes dans cet appartement. Ce jour-là, sans avoir besoin de mettre des mots sur leurs intentions, elles scellent un pacte monstrueux, celui de prendre la vie d'un homme. Et pas de n'importe quelle façon. Aucune sorte de prise de conscience ou de recul ne fait scier l'une ou l'autre. Elles sont plus que déterminées à tuer, à faire couler le sang et même à débiter des morceaux de corps humain, comme si elles avaient fait cela toute leur vie. D'ailleurs, elles n'auront pas un instant d'hésitation, ni lors de la préparation méticuleuse de leur entreprise macabre, ni lors du crime en lui-même. Nous ne sommes pas dans un film d'horreur, mais bien dans la réalité. Plus précisément à Petit-Quevilly, en Normandie. Et ces deux femmes, qui viennent de pactiser sur le massacre d'un homme, sont tout simplement deux mères de famille, en pleine séance d'épilation. Tout ce que je viens de dire peut paraître fou, mais attendez d'entendre les détails de cette affaire. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle où tu vas voir que cacher les traces d'un crime, ça peut être éventuellement une chose pas bête à faire si tu veux pas finir en prison. D'ailleurs, cacher ses traces, pas forcément pour un crime, ça peut être intelligent, genre quand vous allez aux toilettes. Mais bon, bref, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui n'utilisent pas de VPN pour cacher leurs traces et leurs données. Bon bah ça tombe bien, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est une excellente solution pour te protéger, c'est pas moi qui le dis, ce sont les plus de 38 millions d'utilisateurs et les plus de 20 000 personnes qui ont noté ce VPN comme excellent sur Trustpilot avec une note quasi parfaite. Personnellement, j'utilise CyberGhost VPN depuis plus de 3 ans maintenant. Et je paye, même si j'en fais la pub, je paye. Leur dites pas, mais j'utilise mes propres codes promo. Bref, un VPN est essentiel pour protéger ta vie privée numérique parce que t'es pas protégé de base, même en mode incognito. Ton fournisseur d'accès à internet, le service informatique de ton école ou de ton entreprise, le routeur Wi-Fi de ton domicile et même les sites web que tu visites savent toujours qui tu es et suivent tes moindres faits et gestes. Et si tu vas sur un réseau Wi-Fi public, tu offres sur un plateau d'argent tes mots de passe, tes coordonnées bancaires, toutes tes infos personnelles. Le bouclier à ces intrusions dans ta vie privée, c'est CyberGhost VPN. Ce VPN crypte et redirige 100% de ton trafic via des serveurs sécurisés, de sorte que personne ne connaisse rien de ton activité en ligne. Ça se fait en 2 clics et CyberGhost possède 11 000 serveurs dans plus de 100 pays prêts à répondre à tous tes besoins. J'ai tellement économisé d'argent avec ce VPN. Ça m'a permis de financer un super projet, changer de coupe comme tu le vois depuis quelques vidéos. Avec CyberGhost, tu peux changer ta localisation, tu peux aussi débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime et plein d'autres encore. Mais si t'aimes le sport, les animés, les documentaires sur la reproduction entre êtres humains qui restent interdits aux moins de 18 ans, tu n'auras plus aucun programme géorestreint. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour toi. Et oui, tu peux partager ton abonnement avec du monde. Ne rate surtout pas l'offre exclusive pour toi avec le lien dans ma description. 83% de réduction immédiate et 4 mois gratuits pour un abonnement qui revient à 2,03€ par mois. En plus, c'est sans risque, il y a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Protège-toi dès maintenant avec mon lien en description. Bon allez, on commence. Un bras, puis un autre. Un torse, des jambes, mais pas de tête, ni de mains, de pieds, et même de mollets. Voilà l'horreur à laquelle sont confrontés les agents de la brigade fluviale de Rouen ce dimanche 4 novembre 2018. Des morceaux de corps humain démembrés et emballés dans des sacs poubelles, puis jetés à l'eau l'un après l'autre. Quelques jours après cette terrible découverte, les autres restes du cadavre sont repêchés en aval de la Seine, permettant à la police judiciaire de Rouen de reconstituer le corps de l'inconnu. On a connu plus agréable comme puzzle. À cette occasion, ils sont surpris de constater que le bout des doigts a été méticuleusement arraché. Tous les doigts sont bien présents, mais c'est la pulpe qui a été retirée, là où se trouvent les empreintes digitales. En fait, on comprend très vite que le but de l'assassin était de retarder au maximum l'identification de sa victime, voire même de la rendre tout simplement impossible. En plus de ça, à ce stade, rien ne prouve que tous ses membres appartiennent à une seule et même personne. On pourrait bien avoir affaire à plusieurs victimes. Heureusement, cette hypothèse est assez vite réfutée par le retour de l'expert médico-légal, chargé de relever l'ADN de chaque morceau de corps retrouvé. Et sans que personne ne s'y attende, ce même ADN correspond justement avec un individu présent dans la base de données de la police. Il s'agit d'un certain Slimane Amara, un vendeur de voitures de 45 ans, connu des services de police pour d'anciens délits,
dont un fait d'outrage et de coups et blessures sur un représentant des forces de l'ordre. Ces actes ont beau ne pas être reluisants, ils sont tout de même vieux d'une vingtaine d'années. Depuis tout ce temps, Slimane Amara n'avait pas refait parler de lui et semblait avoir fini par se ranger. Seulement dans ce cas, comment se fait-il qu'on le retrouve littéralement découpé en morceaux en train de flotter dans des sacs en bord de Seine? C'est la question capitale à laquelle il va falloir répondre. Mais avant cela, il incombe aux agents de la police judiciaire de prévenir les proches de Slimane de la terrible nouvelle. Ses parents, son grand frère, mais aussi sa compagne, Céline Vasselin, avec qui il est père d'un petit garçon, sont informés. Ce sera aussi l'occasion de comprendre pourquoi personne, pas même celle avec qui elle partage sa vie depuis 8 ans, n'a signalé sa disparition. Car oui, selon les premiers éléments de l'enquête, Slimane est en couple depuis de nombreuses années, et ils mènent visiblement une vie on ne peut plus banale dans leur résidence pavillonnaire de Petit-Quevilly, rythmée par sa vie de famille et son travail. Le crime a certainement été commis il y a peu de temps. Mais tout de même, comment se fait-il que cette jeune femme ne se soit pas inquiétée de l'absence prolongée de son conjoint, le père de son enfant? Le 8 novembre, 4 jours après avoir repêché le cadavre démembré du quarantenaire, les policiers se rendent donc à son domicile, afin de rencontrer Céline, sa compagne. Le but de cette visite est double. Ils comptent non seulement de l'informer de la triste réalité, mais aussi lui poser quelques questions de routine, afin de savoir par où débuter cette enquête. Quelles étaient les fréquentations du père de famille? Se sentait-il menacé pour une raison ou une autre? Avait-il changé de comportement ces derniers temps? Bref, le genre d'interrogatoire qui, en temps normal, permettent de les orienter sur certaines pistes. Mais vous allez voir que dans cette affaire, rien n'est normal. Au contraire, les enquêteurs vont avoir l'impression de vivre sur une autre planète. Et c'est lors de leur toute première rencontre avec Céline que ce sentiment de déconnexion totale avec la réalité va les heurter pour la première fois. Ils frappent à la porte et attendent. Bien qu'ils en aient l'habitude, le fait d'annoncer à quelqu'un la mort d'un proche n'est jamais facile à vivre, surtout quand il s'agit du père d'un jeune enfant, comme c'est le cas cette fois-ci. Au bout de quelques secondes, Céline Vasselin se présente. Mais les agents n'ont ni le temps, ni le besoin de lui annoncer quoi que ce soit, car c'est elle qui s'exprime directement. C'est moi, j'ai tué Slimane. Ah bah, qui a dit que c'était difficile le boulot de flic? Les policiers restent bouche bée en entendant une telle déclaration. Complètement abasourdis, ils tentent de remettre de l'ordre dans leurs idées et de comprendre ce qui se passe. C'est quand même la première fois que quelqu'un qui n'est même pas encore suspecté de quoi que ce soit se livre aussi spontanément. Et puis, cette petite blonde toute frêle, cette mère de famille à la vie calme et bien rangée, n'a franchement pas le profil d'une tueuse. Si on m'avait donné 1 euro à chaque fois que j'ai prononcé cette phrase, je serais milliardaire. Conclusion, on traînait plutôt avec des gens qui ont la dégaine de tueurs en série. Non, peut-être pas en fait. L'aveu de cette femme ne semble pas très cohérent avec le fait d'avoir fait disparaître les empreintes digitales de Slimane. Celui ou celle qui a commis cet acte ne souhaitait clairement pas se faire attraper. Pourtant, Céline le dit et insiste. C'est bien elle qui a tué, et donc démembrer l'homme qui partageait sa vie. Après ces quelques mots qui leur ont fait l'effet d'une bombe, les enquêteurs conduisent la jeune femme dans les locaux de la police judiciaire. Ils veulent en savoir davantage à son sujet, mais surtout à propos du meurtre. Si, comme elle le prétend, elle est bien la coupable qu'ils n'avaient même pas commencé à chercher, elle a certainement beaucoup de choses à leur raconter. Mais s'ils pensaient être au bout de leur surprise, ils se trompent lourdement. À la demande des policiers, Céline raconte tout d'abord comment son histoire a commencé avec Slimane. C'est au cours de l'année 2007 que leurs chemins se croisent pour la toute première fois. La jeune femme de 21 ans, alors jeune esthéticienne, travaille dans un institut de beauté. Elle prend tous les jours le même chemin pour s'y rendre. Mais ce jour-là, le conducteur qui la laisse traverser sur le passage piéton attire particulièrement son regard. C'est Slimane, âgé quant à lui de 35 ans, et lui aussi trouve cette fille particulièrement jolie. Alors il tente le tout pour le tout et se penche à la fenêtre de son véhicule. Il écrit rapidement son numéro de téléphone sur un bout de papier qu'il lui tend, définitivement sous le charme. Genre, ça marche vraiment ça? À cet instant, Céline ne sait plus vraiment où se mettre. Il faut dire qu'elle aussi a été séduite en un regard. Elle trouve cet homme vraiment beau, souriant, et il l'a abordé avec respect et gentillesse. Ça change du genre d'énergumène sans délicatesse qu'elle a l'habitude de croiser dans la rue. Peu de temps après ce premier échange, elle décide donc de le recontacter. Ils se mettent en couple dès les premiers rendez-vous et entament une relation que la jeune esthéticienne qualifie d'idyllique. Slimane est aux petits soins pour sa belle. Il a beau ne pas rouler sur l'or, il lui offre régulièrement de beaux cadeaux, des fleurs, des dîners au restaurant et des week-ends en amoureux. Tous deux sont extrêmement épris l'un de l'autre. Céline n'aurait jamais cru que ce soit possible.
Mais avec lui, durant toute la première année de leur histoire, elle vit le rêve éveillé d'une princesse dorlotée par son prince charmant. Après leur emménagement ensemble, Céline crée son auto-entreprise en tant qu'esthéticienne à domicile, tandis que Slimane continue à travailler dans son domaine, la mécanique. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est une fois installé dans leur quotidien que le comportement du quarantenaire commence à changer. Il boit souvent et se met régulièrement dans des colères noires, jusqu'au moment où sa compagne est témoin de sa première crise de fureur. Ce moment charnière dans leur relation se produit un peu plus d'1 an après leur rencontre. Ce soir-là, Slimane a invité un proche à venir prendre un verre chez eux. Seulement, les deux amis boivent plus que de raison, ce qui commence à inquiéter Céline, qui n'imagine pas du tout l'invité prendre le volant dans cet état. Elle se propose alors de le raccompagner chez lui. Sauf que personne n'avait décidé que la soirée était terminée. Et Slimane prend cette proposition comme un profond manque de respect. Il a l'impression que sa compagne est carrément en train de mettre son ami à la porte. L'alcool aidant, il s'emporte furieusement contre elle, allant jusqu'à se montrer violent et insultant dans ses paroles. Céline est sous le choc, tétanisée. Elle n'avait jamais vu l'homme qu'elle aime se montrer violent. Et la scène à laquelle elle vient d'assister, en plus de l'avoir profondément blessée, lui a fait extrêmement peur. La vérité, c'est qu'elle ne reconnaît plus celui de qui elle est tombée folle amoureuse. Une fois la pression retombée, et surtout l'alcool évaporé après une bonne nuit de sommeil, Slimane lui présente ses excuses. D'autant que, d'après elle, les choses ne vont aller qu'en empirant après cette première dispute. En partie à cause des boissons alcoolisées que Slimane consomme de plus en plus souvent. Il multiplie les crises et les pertes de contrôle. Simplement, Céline est toujours très amoureuse et ne parvient pas à se détacher de cet homme qui l'effraie pourtant de plus en plus. Elle accepte même de devenir propriétaire à ses côtés, en achetant un joli pavillon à Petit-Quevilly. Comme Slimane ne gagne pas beaucoup d'argent, elle est quasiment la seule à investir dans ce projet. Mais c'est surtout sa mère, Josette, qui leur permet de réunir la somme suffisante en leur donnant une grosse part de l'apport. En contrepartie, elle viendra emménager avec eux. Une cohabitation gendre-belle-mère qui n'était peut-être pas une si bonne idée. Les tensions et les disputes ne font qu'augmenter au sein du couple, et il faut dire que la présence de Josette n'arrange rien. En effet, son gendre et elle ne parviennent pas du tout à s'entendre. La situation s'apaise toutefois pendant un temps, lorsque Céline tombe enceinte et donne naissance à leur fils. Au départ, cette heureuse nouvelle fait la joie de Slimane, qui a toujours rêvé d'avoir une vraie famille à lui. Papa poule, il s'occupe à merveille de son enfant. Mais encore une fois, cela ne dure qu'un temps. Toujours d'après Céline, les pleurs et les cris du bébé lui deviennent vite insupportables. Il est constamment agacé, fatigué et en colère après le nourrisson qui nécessite trop d'attention et l'empêche de faire ce dont il a envie. Les disputes reprennent de plus belle. Le climat de peur et de tension aussi, au point où en janvier 2018, Josette finit par quitter le pavillon dans lequel l'air devenait irrespirable. Certes, le départ de la mère de Céline est un soulagement, mais cela ne va pas sauver le couple. Bien au contraire. Au cours des mois qui suivent, la jeune mère se sent constamment agressée, menacée et terrorisée. Les crises de colère de son compagnon deviennent si fréquentes qu'elle craint de plus en plus pour sa vie, mais aussi pour celle de leur fils. Toujours entendue dans les locaux de la police judiciaire, elle raconte que ces derniers temps ont été synonymes d'enfer pour elle. Elle dit être victime de coups, d'empoignements violents, et même d'une tentative d'étranglement. Le point de non-retour est franchi le 3 novembre 2018, lorsque Slimane laisse une nouvelle fois exploser sa colère. Sauf que cette fois-ci, la ligne rouge est franchie. La jeune femme a tellement peur pour sa vie qu'elle n'a d'autre choix que de se défendre en attrapant un couteau qui traînait dans la cuisine, puis en tranchant la gorge de son conjoint. Un peu sonné, les policiers observent ce petit bout de femme, tout en s'imaginant la scène. Elle a voulu sauver sa vie, d'accord, mais on n'égorge pas quelqu'un aussi facilement. Et en plus de ça, ce n'est pas le premier geste que l'on opère lorsqu'on a la chance d'être armé face à un agresseur. On s'attendrait plus à ce que le coup de couteau soit porté d'une façon hâtive, hésitante, et surtout au premier endroit qui se présente. En plus, il y a certainement eu une lutte. Un corps à corps acharné entre les deux. Comment Céline aurait-elle pu en sortir gagnante face à un homme plus grand qu'elle ? En pleine santé et sportif qui plus est. D'autant qu'après vérification, les enquêteurs ne trouvent aucune trace qui puisse leur permettre de confirmer cette situation de maltraitance. En 11 ans de vie commune, il n'y a jamais eu le moindre dépôt de plainte, de dossier médical lié à une hospitalisation, ou même d'anciennes fractures ou de séquelles qui auraient pu résulter de violences physiques. Et si encore ce n'était que ça, mais le cadavre de Slimane a été retrouvé découpé en morceaux. Une chose est sûre, lorsque l'on démembre quelqu'un,
On n'est plus en état de légitime défense. Au poste, on se demande si tout le récit que Céline vient de dérouler est véridique, ou si elle n'aurait pas tout simplement cherché à se créer des circonstances atténuantes. Stoïque, cette dernière reconnaît néanmoins sans problème avoir découpé le corps sans vie de son compagnon. Elle aurait commis cette horreur dans la cave de leur pavillon, puis se serait rendue aux abords de la Seine pour y jeter les sacs contenant les restes humains. Seule, c'est vraiment difficile à croire, et ça commence à créer beaucoup de doutes dans l'esprit des enquêteurs. Si elle a bien été aidée d'un complice, il faut donc trouver de qui il s'agit, ce qui a forte chance d'aboutir, car personne ne croit au fait que cette femme de 60 kilos ait pu tuer son conjoint, transporter le corps dans la cave et le découper, sans une intervention de quelqu'un d'autre. Mais qui serait le plus susceptible d'avoir pu aider la jeune mère dans cette expédition macabre? Pour le savoir, on interroge toutes ses clientes, les unes après les autres. En effet, Céline passe beaucoup de temps avec elles, et elle a l'habitude de leur confier ses déboires. Ce qui lui a permis, au fil des mois et des années, de nouer des relations étroites avec certaines d'entre elles. C'est justement le cas d'une jeune femme du nom de Jessica Adam. Cette mère de 3 enfants, âgée de 35 ans, vendeuse en supermarché, n'a franchement pas non plus le profil d'une criminelle. Pourtant, c'est pour une bonne raison qu'elle intéresse autant les enquêteurs. Le jour du meurtre, Céline et elle se sont appelées de nombreuses fois, bien plus que d'ordinaire. En réalité, à partir de 13h et jusqu'à 19h, elles n'ont cessé d'être en contact par téléphone. Cette plage horaire correspondant au moment du crime, les policiers se disent qu'elle ne peut y être totalement étrangère. Tout comme son amie, Jessica est donc interpellée et placée en garde à vue afin d'être interrogée. Et tout comme son amie, aussitôt prise dans les mailles du filet, elle avoue tout. Elle a effectivement aidé à tuer Slimane Amara. Si l'histoire racontée par Céline avait ébranlé les policiers, laissez-moi vous dire qu'ils étaient loin, mais alors vraiment très loin, de l'horreur que s'apprête à leur confesser cette nouvelle protagoniste. Et voilà comment tout aurait débuté. 3 semaines avant le drame, Céline retrouve son amie Jessica pour une séance d'épilation à domicile. Depuis quelque temps, elle a pris l'habitude de se confier à cette autre mère de famille, qui lui prête une oreille attentive et compatit de tout son cœur aux souffrances que son conjoint violent lui fait endurer. Mais cette fois-ci, l'esthéticienne n'en peut plus. Elle est à bout, épuisée. Mais ce n'est pas le pire dans tout ça, car à présent, Slimane s'en prend physiquement à leur fils âgé de 4 ans. C'est précisément cette information qui va créer un déclic dans l'esprit de Jessica. Elle aussi a été une enfant maltraitée, abusée et violentée par une figure paternelle immonde. De son enfance traumatisante, elle a conservé des séquelles indélébiles, et surtout invisibles. Et toutes ces atrocités, tous ces coups, mais aussi toutes les agressions sexuelles commises par son beau-père pendant près de 10 ans et qui l'ont brisée à tout jamais, ressurgissent sans crier gare. Pas question qu'un autre enfant connaisse la violence. Pour elle, c'était la limite à ne jamais franchir. Et lorsque Céline et elle décident, comme ça, entre 2 pauses de bande de cire chaude, d'éliminer Slimane de la surface de la Terre, c'est principalement pour aider son amie. Mais il faut bien avouer que c'est aussi un peu sa vengeance à elle. On en arrive ainsi à cette scène complètement surréaliste, où 2 mères de famille sans histoire terminent leur séance de mise en beauté en se liant autour d'un pacte diabolique. Elle ne compte d'ailleurs pas faire les choses au hasard. Il va falloir s'équiper, prévoir le jour du meurtre et surtout faire en sorte que leur victime ne soit pas en capacité de se défendre. Pour ce 3e point, Céline sait exactement comment elle doit s'y prendre. Elle fera ingérer du diazépam à son compagnon, avant que Jessica ne la rejoigne pour l'aider à commettre le meurtre. Mais il faut aussi penser au moyen de se débarrasser définitivement du corps. Et pour ça, les filles ne voient qu'une seule solution, le faire passer dans un hachoir à viande. Bon, pour le cadavre, c'est réglé. De même pour la question de la neutralisation. Mais quand sera-t-il des preuves? Elles ont déjà vu passer quelques épisodes des experts à la télévision. C'est suffisant pour savoir qu'il va certainement y avoir du sang plein les murs. Il leur faudra donc des bâches, des gants, un équipement de protection complet. Et tant qu'à faire, autant se mettre au travail dans la cave, histoire de ne pas trop salir la maison. Aussi fou que cela puisse paraître, les 2 amis pensent que leurs seules références télévisées leur permettront de commettre le crime parfait. Après tout, il n'existe pas de bac+5 tueur en série, donc ça doit bien vouloir dire que tout le monde peut en être capable. Sauf que non, calmez-vous, ne s'improvise pas meurtrier qui veut. Seulement, c'est bien trop tard que les filles se rendront compte de leur ignorance. En attendant, elles sont déterminées, sûres d'elles, et se mettent donc au travail afin d'être prêtes pour le jour J, prévu 5 jours plus tard, le samedi 3 novembre. Les filles se chargent donc d'acheter un hachoir à viande dégoté sur le site Le Bon Coin.
puis se rendent à Leroy Merlin dans la même journée. Là, elles repartent avec plusieurs outils, dont une scie, une masse, et sait-on jamais une hache, mais aussi des combinaisons de protection intégrale, des charlottes pour les cheveux, ainsi que des protections pour les chaussures. Encore une fois, ce n'est pas dans le but d'aller tourner un épisode de la série Breaking Bad, mais bien pour massacrer un homme. Et quand je dis massacrer, vous allez voir que le terme est loin d'être exagéré, car Slimane va être victime d'un véritable carnage digne des pires films d'horreur. Nous sommes à présent le samedi 3 novembre. Les filles sont fin prêtes. Leur plan est parfaitement ficelé. Elles restent en contact téléphonique toute l'après-midi, comme le démontrent les relevés récupérés par la police. C'est Céline qui entre en scène la première. Mais avant toute chose, elle emmène son fils chez sa mère, Josette. Sa mission, consistant à droguer Slimane avant le meurtre, elle rentre chez elle et prépare un plateau apéritif avec quelques canapés faits maison, dans lesquels elle a pris soin de mélanger une très forte dose d'anxiolytique. Lorsque son compagnon rentre de sa journée de travail à 19h30, il est agréablement surpris d'être accueilli de la sorte. Loin d'imaginer la macabre entreprise de Céline et de Jessica. Il savoure ses toasts avec plaisir. Mais très vite, le diazépam se diffuse dans son sang et l'assomme totalement. Slimane s'écroule au sol en quelques minutes à présent, inconscient. Il est l'heure pour Jessica de faire son entrée. Armée d'une feuille de boucher, vêtue de sa blouse blanche, de ses surchaussures et de sa charlotte, elle attend que Céline se prépare à son tour, puis inspire profondément. C'est elle qui doit mettre la victime à mort. Alors la jeune mère s'avance, s'accroupit près du corps de l'homme qu'elle s'apprête à tuer et lève le bras. Elle n'hésite pas. La lame s'abat une première fois en plein dans la gorge du malheureux. Le sang gicle partout sur la combinaison. Mais le coup est mal assuré, maladroit. Dans l'imagination détraquée des filles, l'égorgement était pourtant censé se faire du premier coup, et sans qu'elle n'ait besoin de s'y reprendre à plusieurs fois. Le fait est qu'une feuille de boucher n'est pas faite pour ça. Mais ça, elles ne pouvaient tout simplement pas le savoir avant d'en faire le test. C'est pas si grave. Elles ont d'autres outils sous la main, comme cette hache qui fera très bien l'affaire. Seulement, il y a autre chose que les deux femmes n'avaient pas prévu, et qui va donner à leur crime une dimension infiniment plus atroce. Slimane se réveille. La gorge à moitié tranchée, le pauvre homme hurle à la mort et tente de se relever sans comprendre ce qu'il est en train de lui arriver. Prise de panique, les filles ne savent plus comment agir. C'est alors que Céline se précipite dans la cuisine, sort le premier couteau qu'elle trouve dans le tiroir à couvert et retourne sur la scène de crime. Elle tend l'arme à son ami, en lui demandant de terminer le travail. Jessica opine, la saisit et tranche profondément la gorge de l'homme qui baigne déjà dans une véritable mare de sang. La scène, racontée par Jessica, est insoutenable pour les policiers. Comment imaginer que ces deux femmes, ces deux mères de famille, aient pu se rendre coupables d'un tel carnage, d'une telle boucherie? Comment se fait-il que ni l'une ni l'autre n'aient à un moment donné eu la lucidité d'arrêter ce massacre, de faire machine arrière, de tout stopper avant qu'il ne soit trop tard? Ce qui est certain, c'est que Slimane Amara est mort dans d'atroces souffrances. On ne peut même pas essayer de définir ce qu'ont été les dernières minutes de sa vie. Et ni ses hurlements, ni le bain de sang, ni le masque terrifiant de la mort n'ont à un moment donné dissuadé les filles de mener leur entreprise morbide à son terme. Fidèles au plan, elles font ensuite glisser le cadavre de leur victime dans les escaliers menant à la cave, où elles se sont attelées à la partie la plus difficile du travail. Le démembrement. Comme convenu lors de la séance d'épilation, les filles tentent tout d'abord de hacher de petits morceaux du corps, en le passant dans le hachoir acheté sur internet. Mais l'appareil s'enraye presque immédiatement. Il faut donc rebondir et penser à une autre méthode. Elles sont équipées de tout ce qu'il faut pour débiter des tronçons du corps. Et c'est donc ce qu'elles vont faire avec la hache ainsi que la scie. Elles détachent tout d'abord la tête, puis les pieds, les mains, les bras et les jambes. Pour être certaine que personne n'identifie jamais le père de son enfant, Céline pense même à découper la pulpe de ses doigts. Elle n'oublie pas non plus de sectionner la jambe au-dessus du mollet, car dans le passé, Slimane s'était fait poser une broche. Et comme elle n'y connaît rien, elle suppose que ce détail pourrait peut-être permettre à la police de remonter jusqu'à lui. Après plus de 4 heures passées à découper morceau par morceau, les deux tueuses emballent chaque bout de cadavre dans des sacs poubelles, puis se rendent en voiture sur les rives de la Seine, où elle les jette à l'eau. Le lendemain matin, Céline s'attache à astiquer le pavillon du sol au plafond, et à se débarrasser des armes du crime, ainsi que des bâches, des équipements de protection et de toutes les autres preuves. Le soir venu, elle retourne chez sa mère pour récupérer son fils, et prend le temps de lui expliquer que son papa et elle se sont disputés. D'ailleurs, il ne reviendra certainement jamais à la maison. Et moins de 36 heures plus tard, Céline et Jessica se retrouvent comme prévu pour une séance de manucure.
comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Les hommes de la police judiciaire sont estomaqués. Ils ont l'impression d'avoir été les spectateurs d'un mauvais film, d'une farce, et ils auraient clairement préféré cette option. Malheureusement, au moment de vérifier les faits, tout concorde avec le récit de Jessica. Chez elle, on retrouve certains éléments du meurtre, tels que le hachoir à viande et des tenues de protection. Quant à Céline, on passe son domicile au luminol, un produit réputé pour révéler les traces de sang, même lorsqu'elles ont été nettoyées. Tout l'intérieur du pavillon s'illumine alors comme un sapin de Noël. Il y a de l'hémoglobine partout, du sol au plafond et dans toutes les pièces. Slimane a sans conteste été massacré ici, comme l'ont affirmé les deux coupables. Le juge d'instruction met immédiatement en examen Céline et Jessica pour assassinat. En attendant leur procès devant une cour d'assises, les deux femmes sont placées en détention provisoire. Quelques mois plus tard, alors qu'elle est incarcérée, la compagne de Slimane rencontre le juge dans le cadre de l'enquête. Ce dernier a en effet quelques questions à lui poser. C'est alors qu'elle admet l'impensable, tranquillement et de sa propre initiative. Avant le meurtre, elle avait déjà tenté d'assassiner son conjoint à 2 reprises, toujours à l'aide du diazépam. Lors de la première tentative qui a lieu en juin 2018, elle lui administre l'anxiolytique. Et comme elle a entendu dire qu'une bulle d'air dans l'artère s'avère fatale, elle essaie de lui injecter de l'air dans le sang à l'aide d'une seringue. Évidemment, Céline n'est pas médecin et ne sait pas du tout comment s'y prendre. C'est donc un échec cuisant. Mais elle ne s'avoue pas vaincue pour autant. 2 mois plus tard, elle réitère l'opération, en commençant exactement de la même manière. Une fois son compagnon sous l'effet de la drogue, la mère de famille place un oreiller sur son visage pour l'étouffer. Là encore, la tentative d'assassinat rate magistralement. Céline n'a ni assez de force, ni assez de patience pour maintenir une pression suffisante sur le coussin pendant assez longtemps. Slimane se réveille un peu dans les vapes, ignorant totalement qu'il aurait dû mourir quelques heures plus tôt. Elle comprend ainsi que, seule, elle n'arrivera jamais à se débarrasser de cet homme dont elle ne veut plus. Malheureusement, aidée de son amie, Céline ne ratera pas sa 3e et dernière tentative. Pour ce meurtre innommable, commis avec un sang-froid terrible et planifié bien à l'avance, elles encourent toutes deux la réclusion criminelle à perpétuité au moment où leur procès s'ouvre, en novembre 2022. Un expert psychiatre appelé à la barre témoigne du fait que Céline a agi d'une façon froide et mécanique, et que Jessica, de son côté, a reporté toute la colère ressentie contre son beau-père sur Slimane, ce qui ne minimise pas pour autant sa complicité dans l'affaire. Les deux femmes disent toutes deux regretter. Mais Jessica, soutenue par son avocat, se plaint d'avoir été manipulée par son ami, qui cherchait simplement quelqu'un d'assez sensible à son histoire pour lui fournir l'aide qui lui manquait. Un témoignage en particulier marque toutefois le déroulé de ce procès que les médias surnomment le procès des démembreuses de Rouen. C'est celui de Vanessa, une ex-petite amie de la victime. Elle tient à rétablir la vérité le concernant, car d'après elle, même s'il pouvait se montrer colérique à certaines occasions, Slimane n'était en aucun cas l'homme horrible décrit par celle qui l'a assassiné. D'ailleurs, pas une seule fois. Il n'a levé la main sur elle ou sur sa fille. Et puis, la question est posée. Céline a-t-elle jamais essayé de quitter son compagnon avant de songer à le découper en morceaux? Car Vanessa, elle, a bien fini par partir lorsque le couple ne s'entendait plus. Et jamais elle n'a eu affaire à aucune menace que ce soit. Il n'est pas exclu que Slimane soit devenu violent et que l'accusé ait réellement été victime de maltraitance. Mais très peu d'éléments sont vérifiables. Aucune preuve ne vient étayer cette hypothèse. Et surtout, cela n'excuse en aucun cas les actes d'horreur commis par les filles. Au terme de 4 heures de délibération, Céline Vasselin est reconnue coupable de meurtre avec préméditation. Mais les jurés ont tout de même tenu compte du climat de violence subi par l'accusé et la condamne à passer 22 ans derrière les barreaux. En ce qui concerne Jessica Adam, sa complice, la condamnation initiale est de 17 ans. Mais elle passe à 20 ans en appel. La famille de Slimane Amara, extrêmement déçue de ne pas voir les coupables enfermés pour toujours, ne comprend pas pourquoi cette clémence a été accordée à celles qui n'ont pas démontré la moindre pitié envers leurs victimes. À ce jour, les démembreuses de Rouen purgent chacune leur peine dans 2 maisons centrales. Des établissements très sécurisés destinés aux détenus ayant commis les crimes les plus graves. N'oublie pas de t'abonner à CyberGhost en cliquant sur le lien en description pour bénéficier de 83% de réduction et 4 mois offerts. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost. Tu peux l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Le lien est en description. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Rouen en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez oublié et à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.